En 1842, dans une maison bourgeoise de Lyon, une fillette de 8 ans bouleversa à jamais la compréhension que sa famille avait du passé et du présent. Marguerite Lacroix possédait un don qui terrorisait autant qu'il fascinait. Elle se souvenait de tout, absolument tout, même de ce qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Et maintenant, plongeons dans ce mystère troublant qui défie encore aujourd'hui toute explication rationnelle. L'année 1842 marquait une époque charnière pour la France. Louis-Philippe régnait depuis 12 ans et le royaume traversait une période de prospérité industrielle sans précédent. Lyon, deuxième ville du royaume, s'épanouissait grâce à son industrie de la soie, attirant négociants et artisans du monde entier. Dans les quartiers bourgeois de la Croix-Rousse, les maisons à façade néoclassique abritaient des familles enrichies par le commerce, fières de leur ascension sociale récente. C'est dans ce contexte que vivait la famille Lacroix, installée rue de la République dans une demeure de 3 étages au volet vert. Pierre Lacroix, âgé de 45 ans, dirigeait une prospère maison de négoce en textile. Son épouse Célestine, née Durand, l'avait épousé en 1828 après avoir rencontré lors d'un bal donné chez les notables de la ville. Ils formaient un couple respecté, pieux, discret, comme ils seillaient à leur rang social. Leur fille unique, Marguerite, était née le 15 avril 1834. Enfant délicate aux cheveux châtains et aux grands yeux verts, elle manifestait depuis ses premières années une intelligence remarquable qui faisait l'orgueil de ses parents. Elle savait lire couramment à 5 ans, récitait des poèmes entiers après une seule lecture et montrait une curiosité insatiable pour tout ce qui l'entourait. La maison Lacroix respirait l'ordre et la respectabilité. Au rez-de-chaussée, un salon aux meubles de style empire accueillait les visiteurs, tandis que la salle à manger, ornée de portraits d'ancêtres, servait aux réceptions familiales. Les étages supérieurs abritaient les chambres et le cabinet de travail de Pierre, rempli de registres commerciaux et de correspondances d'affaires. Tout dans cette demeure reflétait la réussite d'une famille qui avait su s'élever au-dessus de ses origines modestes, car les Lacroix n'avaient pas toujours joui de cette aisance. Le père de Pierre, Augustin Lacroix, avait été un simple ouvrier dans une manufacture de soierie. C'est grâce à son mariage avec Philomène Vernier, fille d'un petit propriétaire terrien des environs de Villefranche-sur-Saône, qu'Augustin avait pu acquérir une première boutique. Les grands-parents maternels de Marguerite, Évariste et Rosalie Durand, possédaient, quant à eux, une maison de campagne près de Mâcon, où ils élevaient des vers à soie et cultivaient la vigne. Cette ascension sociale récente expliquait peut-être la discrétion jalouse avec laquelle les Lacroix protégeaient leur réputation. Dans une société encore marquée par les distinctions de classe, ils savaient que leur position demeurait fragile et qu'un scandale pourrait les faire chuter aussi rapidement qu'ils s'étaient élevés. Tout bascula un matin de septembre 1842. Marguerite, alors âgée de 8 ans, prit son petit déjeuner en famille comme à l'accoutumée. Sa mère versait le café au lait dans sa tasse en porcelaine de Limoges quand l'enfant leva soudain les yeux vers elle avec une expression étrangement grave. « Maman » dit-elle d'une voix posée, « pourquoi grand-père Augustin a-t-il enterré le ballot de soie taché de sang derrière la remise ?» La tasse de Célestine se fracassa sur le parquet. Pierre, qui lisait son journal, devint livide et froissa les pages entre ses mains tremblantes. Un silence de plomb s'abattit sur la salle à manger, troublé seulement par le tic-tac obsédant de la pendule Empire. « Que dis-tu là, mon enfant ?» balbutia Célestine en ramassant machinalement les débris de porcelaine, ses mains tremblant si fort qu'elle se coupa le doigt. Marguerite, inconsciente du trouble qu'elle venait de semer, continua avec la même tranquillité déconcertante. Grand-père pleurait. Il disait à grand-mère Philomène qu'il n'avait pas eu le choix, que M. Bertrand l'avait menacé de le faire renvoyer de la manufacture. Il répétait sans cesse, « Il est tombé tout seul, Philomène, je te jure qu'il est tombé tout seul. » Et Pierre se leva si brutalement que sa chaise tomba à la renverse. Son visage, ordinairement coloré, avait pris une teinte crayeuse qui le vieillissait de 10 ans. « Marguerite,
Monte dans ta chambre immédiatement. » Mais l'enfant, comme si elle ne l'entendait pas, poursuivit son récit avec une précision glaçante. Monsieur Bertrand avait un manteau bleu marine avec des boutons dorés. Il boitait de la jambe droite à cause d'un accident de cheval. Grand-père a dit qu'il était tombé du 2e étage de l'entrepôt, que sa tête avait heurté la meule en pierre. Il y avait tellement de sang sur les ballots de soie que grand-père a dû tout brûler, enfin presque tout. Il en a gardé un morceau, celui avec les taches les plus importantes. Il l'a enveloppé dans une toile cirée et l'a enterré derrière la remise, sous le tilleul. Célestine poussa un cri étouffé et porta sa main à sa bouche. Pierre, blanc comme un linceul, s'approcha de sa fille et la saisit par les épaules. « Comment sais-tu tout cela? Qui t'a raconté ces histoires ?» Marguerite le regarda avec ses grands yeux innocents, apparemment surprise par l'émoi qu'elle causait. « Personne ne me l'a raconté, papa. Je m'en souviens, c'est tout. J'étais là quand grand-père l'a dit à grand-mère. C'était la nuit où il pleuvait très fort et où le tonnerre faisait trembler les vitres. Grand-mère avait préparé de la tisane de tilleul et ils ont parlé très longtemps près du feu. Pierre et Célestine échangèrent un regard horrifié. L'incident que décrivait leur fille s'était effectivement produit, mais Marguerite n'avait alors que 2 ans et demi. Et surtout, cette conversation avait eu lieu dans la chambre de ses grands-parents, porte fermée, alors que l'enfant dormait supposément dans son berceau au rez-de-chaussée de la maison de campagne où ils passaient leurs vacances d'été. Plus troublant encore, Eugène Bertrand, contremaître à la manufacture où travaillait Augustin, était effectivement mort dans des circonstances mystérieuses en 1836. Officiellement, il s'agissait d'un accident du travail. L'homme était tombé du 2e étage de l'entrepôt et avait succombé à ses blessures. L'enquête, menée à la hâte, avait conclu à un faux pas. Aucun témoin, aucune trace de violence, aucun soupçon. L'affaire avait été classée. Mais Pierre se souvenait parfaitement de l'état dans lequel se trouvait son père dans les semaines qui avaient suivi la mort de Bertrand. Augustin avait maigri, dormait mal, sursauté au moindre bruit. Il avait même envisagé de quitter Lyon pour s'installer à la campagne, projet qu'il avait finalement abandonné après l'acquisition providentielle de sa première boutique grâce à un prêt obtenu dans des conditions étonnamment avantageuses. Les jours qui suivirent cette révélation inattendue furent un calvaire pour Pierre et Célestine. Comment leur fille pouvait-elle connaître ces détails? Comment avait-elle pu percevoir et retenir une conversation qui s'était tenue 6 ans plus tôt, alors qu'elle n'était qu'un bébé? Pierre entreprit de questionner discrètement sa fille, espérant découvrir une explication rationnelle. Peut-être quelqu'un avait-il parlé devant elle, sans qu'il s'en aperçoive. Peut-être avait-elle surpris une conversation entre domestiques. Mais plus il l'interrogeait, plus les détails fournis par Marguerite se révélaient précis et invérifiables par quiconque d'autre que les protagonistes eux-mêmes. L'enfant décrivait avec une exactitude troublante l'intérieur de la maison de ses grands-parents, telle qu'elle était 6 ans plus tôt. Elle mentionnait la présence d'un chat roux qui avait disparu depuis longtemps, l'emplacement d'un meuble qui avait été déplacé, la couleur d'un rideau qui avait été changé. Elle se souvenait de l'odeur de cire et de lavande qui imprégnait la chambre de ses grands-parents, du grincement particulier de la 5e marche de l'escalier, du bruit que faisait la porte de la remise quand le vent la faisait battre. Plus inquiétant encore, Marguerite commença à évoquer d'autres souvenirs. Elle parlait de visites de personnes qu'elle n'aurait jamais dû connaître, de conversations qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Elle mentionnait le notaire Dubosc, mort 3 ans plus tôt, et décrivait précisément ses habitudes, sa manie de tripoter sa montre en or, sa façon de renifler avant de parler, l'odeur de tabac apprisé qui l'accompagnait partout. Il venait souvent voir grand-père Augustin, racontait-elle innocemment. Il s'enfermait dans le bureau et parlait de papiers importants. Monsieur Dubosc disait toujours que personne ne devait savoir, que c'était un secret entre eux. Il apportait une sacoche en cuir marron avec des fermoirs dorés. Ces révélations plongeaient Pierre dans un état d'angoisse croissant.
Il se souvenait effectivement des visites mystérieuses du notaire chez son père, visites qui s'étaient espacées, puis interrompues après la mort de Bertrand. À l'époque, Augustin avait éludé ces questions, prétextant des affaires de succession ou des régularisations de propriété. Mais pourquoi le notaire aurait-il insisté sur le secret? Et comment Marguerite pouvait-elle se souvenir de détails si précis? Célestine, de son côté, était de plus en plus perturbée par les souvenirs que sa fille évoquait concernant sa propre famille. Marguerite décrivait des épisodes de sa petite enfance chez ses grands-parents Durand avec une précision déconcertante. Elle se souvenait de querelles entre Évariste et Rosalie, de visiteurs nocturnes, de conversations chuchotées. Elle mentionnait des noms que Célestine elle-même avait oubliés, des événements qu'elle croyait enfouis à jamais dans le passé. Un soir, alors que la famille soupait en silence, Marguerite leva soudain les yeux de son assiette et dit d'une voix claire : « Grand-mère Rosalie pleure encore la nuit. Elle dit que l'argent ne consolera jamais sa conscience. » Célestine laissa échapper sa cuillère, qui tinta sinistrement contre la porcelaine. « Marguerite, pourquoi dis-tu cela ? » ?»« Parce que c'est vrai, maman. » Grand-mère pleurait dans son lit quand elle croyait que grand-père dormait. Elle répétait toujours les mêmes mots. « Nous n'aurions jamais dû accepter cet argent, Évariste. Nous n'aurions jamais dû nous taire. » Et grand-père répondait qu'il n'avait pas eu le choix, que monsieur le curé leur avait dit que Dieu pardonnerait. Cette fois, ce fut Pierre qui se leva de table, le visage décomposé. Il connaissait cette histoire. Ses beaux-parents avaient effectivement reçu une somme importante quelques années plus tôt. Somme qui leur avait permis d'agrandir leur propriété et d'améliorer leur train de vie. Officiellement, il s'agissait d'un héritage d'un cousin éloigné. Mais les circonstances de cette aubaine avaient toujours paru suspectes à Pierre. Les Durand étaient d'origine modeste et ne comptaient aucun parent fortuné dans leur famille. Face à l'impossibilité d'expliquer rationnellement les souvenirs de leur fille, Pierre et Célestine décidèrent de consulter discrètement le docteur Ambroise Cazenave, médecin réputé de Lyon et ami de la famille. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, jouissait d'une excellente réputation tant pour sa compétence que pour sa discrétion. Le docteur Cazenave examina longuement Marguerite, testant ses réflexes, scrutant ses pupilles, palpant son crâne à la recherche d'anomalies. L'enfant se prêta docilement à ses examens, répondant aux questions avec sa franchise habituelle. Quand le médecin lui demanda de décrire ses souvenirs les plus anciens, Marguerite se lança dans un récit détaillé qui fit blêmir l'homme de science. Elle décrivait avec une précision troublante des scènes de sa toute petite enfance, évoquant des personnages, des lieux, des conversations avec une exactitude qui défait toute logique médicale. Selon les théories en vigueur à l'époque, la mémoire ne se formait vraiment qu'à partir de 3 ou 4 ans. Comment cette enfant pouvait-elle se souvenir d'événements survenus quand elle avait à peine 2 ans? Plus troublant encore, Marguerite semblait capable de restituer non seulement les paroles qu'elle avait entendues, mais aussi les émotions qui les accompagnaient. Elle décrivait l'état d'esprit des adultes qui l'entouraient avec une finesse psychologique déconcertante pour son âge. Elle percevait les non-dits, les tensions, les secrets cachés derrière les mots prononcés. Cet enfant possède une mémoire d'une qualité exceptionnelle, déclara finalement le docteur Cazenave à Pierre et Célestine. J'ai lu des cas similaires dans les publications médicales allemandes. Certains individus développent une capacité de mémorisation qui dépasse l'entendement commun. Ils se souviennent de détails que d'autres oublieraient immédiatement, retiennent des informations perçues inconsciemment. Cette explication, pour rassurante qu'elle fût, ne dissipait pas entièrement les inquiétudes des parents. Car les souvenirs de Marguerite ne se contentaient pas de révéler des détails anodins du passé familial. Ils mettaient au jour des secrets soigneusement enfouis, des épisodes que certains auraient préféré voir, oubliés à jamais. Pierre commença à redouter les moments où sa fille évoquait spontanément ses souvenirs. Chaque révélation risquait de compromettre la réputation familiale, de réveiller des affaires classées, de ternir l'honorabilité si chèrement acquise. Il tenta de faire comprendre à Marguerite qu'il valait mieux garder certains souvenirs pour soi, mais l'enfant, dans son innocence, ne comprenait pas pourquoi elle devrait taire ce dont elle se souvenait si clairement.
La situation se compliqua encore quand Marguerite commença à évoquer des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées officiellement. Elle parlait du curé Morel, ancien desservant de la paroisse de ses grands-parents, mort 2 ans plus tôt. Elle le décrivait physiquement avec une précision saisissante. Sa corpulence, sa voix grave, sa manie de caresser sa barbe grisonnante quand il réfléchissait. Il venait souvent chez grand-père et grand-mère Durand, racontait-elle. Il apportait toujours des papiers dans une serviette en cuir. Grand-mère lui servait du vin de noix dans les verres en cristal du dimanche. Il parlait de régulariser la situation et de soulager les consciences. Il disait que Dieu comprenait parfois la nécessité de certains silences. Ces révélations jetèrent Pierre dans un trouble profond. Il se souvenait effectivement des visites fréquentes du curé Morel chez ses beaux-parents, visites qui avaient cessé brutalement quelques mois avant la mort du prêtre. À l'époque, les Durand avaient expliqué que monsieur le curé venait simplement prendre des nouvelles de la famille et bénir la maison. Mais les détails fournis par Marguerite suggéraient des rencontres d'une toute autre nature. L'automne 1842 s'annonçait particulièrement difficile pour la famille Lacroix. Les révélations de Marguerite se faisaient de plus en plus précises et dérangeantes. L'enfant semblait posséder une connaissance détaillée de secrets familiaux que personne ne lui avait jamais confiés. Ses parents vivaient dans la crainte permanente qu'elle n'évoque ces sujets délicats devant des étrangers. Un soir de novembre, alors qu'une pluie froide tambourinait contre les vitres de la maison bourgeoise, Marguerite fit une révélation qui glaça le sang de son père. Assise près du feu, occupée à broder un mouchoir sous la surveillance de sa gouvernante, elle leva soudain les yeux et déclara avec sa tranquillité habituelle. « Papa, pourquoi monsieur Bertrand disait-il que grand-père lui devait de l'argent ? Il criait très fort dans l'entrepôt. Il disait qu'il savait tout sur les soies volées et qu'il fallait le payer, sinon il irait voir la police. » Pierre sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'effondra dans son fauteuil, le visage livide, les mains tremblantes. Cette conversation-là, aucun témoin n'avait pu l'entendre. Elle avait eu lieu dans l'entrepôt de la manufacture, entre son père et Bertrand, quelques heures avant la mort tragique du contremaître. Comment Marguerite pouvait-elle en connaître le contenu ? Célestine, qui raccommodait près de la fenêtre, laissa échapper son ouvrage. « Marguerite, ma chérie, où as-tu entendu cela ?» L'enfant haussa les épaules avec l'innocence de ses 8 ans. « Nulle part, maman. Je m'en souviens, c'est tout. Grand-père était très en colère quand il est rentré à la maison ce soir-là. Il a dit à grand-mère qu'il n'avait pas eu le choix, que Bertrand allait tout révéler. Il a dit que les ballots de soie qu'il avait pris de temps en temps à la manufacture, c'était pour nous aider, pour que papa puisse monter son commerce. Le silence qui suivit cette déclaration fut si pesant qu'on n'entendait plus que le crépitement des flammes et le martèlement de la pluie. Pierre réalisa avec horreur que sa fille venait de révéler un secret que son père avait emporté dans la tombe. Augustin avait effectivement détourné de petites quantités de soie pendant des années, revendant discrètement la marchandise pour constituer le capital initial de l'entreprise familiale. Une pratique certes malhonnête, mais relativement courante à l'époque, et qui n'aurait pas suffi à justifier un meurtre, sauf si Bertrand avait menacé de tout révéler. Si cette révélation vous donne des frissons, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé dans cet entrepôt. Les semaines suivantes, Pierre entreprit une enquête discrète sur les circonstances de la mort de Bertrand. Il consulta les archives de la manufacture, interrogea subtilement d'anciens collègues de son père, fouilla dans les papiers d'Augustin. Peu à peu, un portrait inquiétant se dessina. Eugène Bertrand était connu pour son caractère difficile et sa cupidité. Plusieurs témoins confirmaient qu'il avait l'habitude de faire chanter ses collègues en échange de son silence sur leurs petites malversations. Il collectait les secrets, comme d'autres collectionnent les timbres, s'en servant pour obtenir des avantages ou de l'argent. Sa mort avait d'ailleurs soulagé plus d'une personne dans l'entourage de la manufacture. Le jour de l'accident, Bertrand avait demandé à s'entretenir en privé avec Augustin dans l'entrepôt. Selon les témoignages recueillis par Pierre, les deux hommes avaient échangé des paroles vives avant de disparaître au 2e étage.
Augustin était redescendu seul 1 heure plus tard, visiblement bouleversé, prétextant que Bertrand était parti par l'escalier de service. C'est seulement le lendemain matin qu'on avait découvert le corps du contremaître au pied de l'escalier principal, la nuque brisée. L'enquête de police avait été menée avec une négligence surprenante. L'inspecteur en charge du dossier, Louis Richaud, était un homme âgé proche de la retraite, réputé pour son manque d'enthousiasme dans les affaires compliquées. Il s'était contenu d'interroger sommairement quelques témoins avant de conclure à un accident du travail. Le dossier avait été classé en moins d'1 semaine. Pierre découvrit avec stupéfaction que cet inspecteur Richaud avait reçu, peu après la clôture de l'enquête, une mutation avantageuse dans un commissariat tranquille de province, accompagné d'une prime de départ inhabituellement généreuse. L'homme était mort 5 ans plus tard, emportant ses secrets avec lui. Mais les révélations les plus troublantes concernaient les liens entre sa famille et celle de sa femme. Pierre réalisa que les histoires d'héritage providentiel qui avaient enrichi les Durand coïncidaient étrangement avec la mort de Bertrand. L'argent était arrivé quelques mois après l'accident, officiellement légué par un cousin éloigné dont personne n'arrivait à retrouver la trace dans les registres d'état civil. Le curé Morel, dont parlait Marguerite, avait joué un rôle crucial dans cette affaire. Pierre découvrit que l'homme avait la réputation de servir d'intermédiaire dans certaines transactions délicates. Il aidait les familles respectables à résoudre discrètement leurs problèmes financiers ou juridiques, moyennant une généreuse contribution aux œuvres paroissiales. Sa mort subite, officiellement causée par une crise cardiaque, avait interrompu plusieurs affaires en cours. En décembre 1842, Pierre prit la décision qui devait changer à jamais le destin de sa famille. Ne supportant plus l'angoisse de voir sa fille révéler publiquement les secrets familiaux, il décida de confronter directement ses beaux-parents. Il se rendit à Mâcon avec Marguerite, prétextant une visite de courtoisie avant les fêtes de Noël. La maison des Durand, nichée au cœur des vignobles, semblait paisible sous son manteau neigeux. Évariste et Rosalie accueillirent leurs visiteurs avec leur cordialité habituelle. Mais Pierre remarqua immédiatement la tension qui crispait leurs visages quand Marguerite commença innocemment à évoquer ses souvenirs. « Comme cette maison a changé depuis que j'étais petite », dit l'enfant en explorant le salon. Avant, il y avait un portrait au-dessus de la cheminée, celui d'un monsieur avec une barbe noire. « Grand-mère, pourquoi l'avez-vous enlevé ?» Rosalie pâlit visiblement. « Je ne vois pas de quoi tu parles, ma chérie. » Mais Marguerite continuait avec cette précision implacable qui caractérisait ses souvenirs. « Si, je m'en souviens très bien. C'était le portrait de Monsieur Vernant, celui qui venait vous voir la nuit avec le curé Morel. Il apportait toujours une bourse en cuir rouge. Vous disiez qu'il ressemblait à son père, celui qui était mort dans l'incendie de l'orphelinat. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Évariste et Rosalie se regardèrent avec une expression d'épouvante absolue. Pierre comprit instantanément qu'il venait d'assister à la révélation d'un secret terrible. L'orphelinat Saint-Vincent avait effectivement brûlé en 1828, causant la mort de 43 enfants et de leur directeur, Anatole Vernant. L'enquête avait conclu à un accident, mais des rumeurs persistantes évoquaient des négligences criminelles. Des fonds importants destinés à l'amélioration des conditions de vie des orphelins avaient mystérieusement disparu peu avant l'incendie. L'affaire avait été étouffée pour préserver la réputation des notables qui finançaient l'établissement. « Marguerite, » murmura Pierre d'une voix étranglée, « de quel monsieur Vernant parles-tu » L'enfant répondit avec sa candeur habituelle. « Du fils de monsieur Anatole, celui qui dirigeait l'orphelinat. Il s'appelait Théodule. Il était très en colère contre grand-père et grand-mère. Il disait que c'était à cause de leur silence que les enfants étaient morts. Il voulait qu'il témoigne que son père n'était pas responsable de l'incendie, qu'il avait essayé de sauver l'argent destiné aux réparations. Mais grand-père et grand-mère avaient peur parce qu'ils savaient qui avait vraiment volé cet argent. » Rosalie poussa un gémissement et se couvrit le visage de ses mains.
Évariste, pris de tremblement, s'effondra dans son fauteuil comme si toutes ses forces l'abandonnaient. Pierre réalisa avec horreur l'ampleur du scandale que révélaient les souvenirs de sa fille. Les Durand avaient été témoins d'une malversation qui avait coûté la vie à des dizaines d'enfants innocents. Leur silence avait été acheté par ceux qui avaient détourné les fonds de l'orphelinat, et ils vivaient depuis 15 ans avec le poids de cette complicité sur la conscience. « L'argent que vous avez reçu, balbutia Pierre, c'était le prix de votre silence sur l'incendie ?» Évariste hocha la tête misérablement. « Nous n'avions pas le choix. Ils nous ont menacés. Puis ils nous ont proposé une fortune pour oublier ce que nous avions vu. Rosalie était enceinte de Célestine, nous avions besoin d'argent. Nous ne savions pas que les enfants allaient mourir. Mais Marguerite n'avait pas terminé. Avec cette tranquillité terrifiante qui la caractérisait, elle poursuivit. Théodule pleurait beaucoup quand il venait ici. Il disait qu'il avait retrouvé les vrais coupables, ceux qui avaient volé l'argent des réparations. Il avait des papiers, des lettres qu'il avait trouvées dans le bureau de son père avant l'incendie. Il disait que M. Beaumont, M. Richardier et M. Fabre savaient que le toit allait s'effondrer, mais qu'ils avaient préféré garder l'argent pour eux. Pierre sentit le sang se glacer dans ses veines. Ces 3 noms étaient ceux de notables lyonnais particulièrement influents. Beaumont était magistrat. Richardier dirigeait la plus importante banque de la ville, et Fabre siégeait au conseil municipal. Tous 3 étaient encore vivants, et occupaient des positions de pouvoir considérables. Il avait aussi une lettre de M. Bertrand, continua innocemment Marguerite. M. Bertrand savait tout sur le vol de l'argent, parce qu'il livrait des tissus à l'orphelinat et qu'il avait entendu des conversations. Il voulait sa part du butin, sinon il allait tout raconter à la police. C'est pour ça que grand-père Augustin était si inquiet. Il avait peur que Bertrand révèle qu'il avait aidé à cacher la vérité sur l'incendie. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin dans l'esprit de Pierre, formant un tableau d'une noirceur absolue. Son père n'avait pas seulement volé de la soie à la manufacture. Il avait été impliqué dans la dissimulation d'un crime qui avait coûté la vie à des dizaines d'enfants. Bertrand l'avait fait chanter, non pas seulement pour quelques ballots de tissu, mais pour son silence sur une tragédie infiniment plus grave. Évariste, voyant que tout était découvert, se mit à parler d'une voix brisée. Théodule était devenu fou de douleur après l'incendie. Il cherchait des coupables partout, accusait tout le monde. Nous étions jardiniers chez M. Beaumont à l'époque. Nous avions effectivement vu et entendu des choses, des conversations sur l'état de l'orphelinat, sur les réparations qui coûtaient trop cher, sur les moyens de récupérer l'argent. Mais nous n'étions que de simples domestiques, nous ne pouvions pas nous dresser contre nos maîtres. Pourtant, vous saviez que les enfants étaient en danger, murmura Pierre, accablé. Rosalie releva la tête, le visage ravagé par 15 années de remords. Nous avons essayé de faire quelque chose. Évariste est allé voir le curé Morel pour lui demander conseil. Mais monsieur le curé nous a dit que nous ne pouvions pas porter d'accusation sans preuve, que cela ne ferait que nous attirer des ennuis. Il a promis de parler discrètement aux autorités. Et il l'a fait, demanda Pierre, bien qu'il redoutât la réponse. Le curé Morel était dans la poche de monsieur Beaumont, intervint Évariste amèrement. Il recevait de généreux dons pour ses œuvres de charité. Quand nous lui avons parlé, il est allé directement rapporter nos craintes à Beaumont. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés menacés, puis achetés. Marguerite, qui avait écouté cet échange avec l'attention d'une enfant curieuse, ajouta soudain un détail qui glaça l'assistance. Théodule avait dit qu'il ne renoncerait jamais, même si cela lui coûtait la vie. Il avait caché les documents compromettants dans un endroit sûr et promis qu'un jour, la vérité éclaterait. Il disait qu'il avait fait plusieurs copies des lettres et qu'elles étaient en sécurité chez des personnes de confiance. « Où sont ces documents maintenant ?» demanda Pierre, le cœur battant. L'enfant haussa les épaules. « Je ne sais pas. Théodule a arrêté de venir vous voir après que grand-père ait accepté l'argent. Grand-mère pleurait en disant qu'ils avaient trahi un homme juste et que Dieu ne leur pardonnerait jamais. » Un nouveau silence s'installa, encore plus pesant que le précédent.
Pierre réalisait que sa famille était impliquée dans un scandale aux ramifications terrifiantes. Non seulement son père avait probablement assassiné Bertrand pour protéger ce secret, mais les Durand vivaient depuis 15 ans avec la culpabilité d'avoir laissé mourir des innocents pour de l'argent. Que s'est-il passé ensuite ? Demanda-t-il d'une voix à peine audible. Théodule est parti pour Paris, répondit Rosalie en sanglotant. Il disait qu'il allait porter l'affaire devant les autorités supérieures, que la justice finirait par triompher. Nous n'avons plus jamais eu de ces nouvelles. Quelques mois plus tard, nous avons appris par un journal qu'il était mort dans un accident de voiture sur la route de Dijon. Sa voiture avait versé dans un fossé par une nuit d'orage. Pierre frémit. Un accident si opportun avait de quoi susciter les soupçons. Et les documents qu'il avait cachés ? Sa maison a brûlé 2 jours après sa mort, murmura Évariste. Officiellement, c'était à cause de la foudre. Tous ses papiers ont été détruits. Les autorités ont dit qu'il ne restait rien de ses affaires personnelles. La machination apparaissait maintenant dans toute son horreur. Théodule Vernant avait été éliminé, tout comme son père avant lui et Bertrand après lui. Un réseau puissant et impitoyable veillait à préserver ses secrets, n'hésitant pas à tuer pour maintenir le silence. Marguerite, toujours aussi innocente, ajouta un dernier détail qui acheva de terrifier son père. « Ah oui, j'ai oublié de dire. Monsieur Beaumont est venu ici il n'y a pas très longtemps. C'était juste après que j'ai parlé de grand-père Augustin et de monsieur Bertrand à la maison. Il avait l'air très en colère. Il a dit que certaines personnes parlaient trop et que cela devenait dangereux pour tout le monde. » Pierre sentit ses jambes se dérober. Beaumont était au courant des révélations de sa fille. Cela signifiait que la famille était désormais dans la ligne de mire de ceux qui avaient déjà tué pour préserver leur secret. Le voyage de retour vers Lyon se déroula dans un silence oppressant. Pierre était confronté à la réalisation terrifiante que sa famille était menacée par des forces qu'il ne pouvait pas combattre. Les révélations de Marguerite avaient réveillé un réseau de corruption et de violence qui n'hésiterait pas à frapper encore pour protéger ses secrets. Dès son arrivée à la maison, Pierre prit des mesures drastiques. Il congédia discrètement tous les domestiques sous prétexte de difficultés financières, ne gardant que la vieille cuisinière Marie qui servait la famille depuis 20 ans et lui était entièrement dévouée. Il fit installer de nouvelles serrures à toutes les portes et engagea un garde du corps, officiellement pour surveiller ses entrepôts, mais en réalité pour protéger sa famille. Célestine, mise au courant des révélations de ses parents, sombra dans une prostration complète. Elle refusait de quitter sa chambre, ne s'alimentait plus et passait ses journées à fixer le vide en murmurant des prières. La culpabilité d'avoir vécu dans l'aisance grâce à l'argent du sang la rongeait de l'intérieur, la privant de sommeil et d'appétit. Marguerite, elle, continuait à vivre normalement, inconsciente du chaos qu'elle avait déclenché. Ses souvenirs extraordinaires lui paraissaient aussi naturels que la couleur de ses yeux ou la longueur de ses cheveux. Elle ne comprenait pas pourquoi ses parents la regardaient désormais avec un mélange de fascination et de terreur. Pourquoi on l'empêchait de sortir seule? Pourquoi des inconnus surveillaient la maison? Pierre entreprit alors des recherches approfondies sur l'incendie de l'orphelinat Saint-Vincent et ses suites. Il consulta les archives municipales, interrogea discrètement d'anciens témoins, reconstitua patiemment le puzzle de cette tragédie étouffée. Ce qu'il découvrit confirma ses pires craintes et révéla l'existence d'un complot bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. L'orphelinat était financé par un consortium de notables lyonnais réunis dans ce qu'ils appelaient pompeusement la Société de bienfaisance Saint-Vincent. Cette organisation, officiellement charitable, servait en réalité à blanchir de l'argent et à tisser des liens de corruption entre ses membres. Les fonds destinés aux orphelins étaient systématiquement détournés pour financer des opérations immobilières spéculatives et des prêts usuraires. Anatole Vernant, le directeur de l'orphelinat, avait découvert ces malversations et tenté d'alerter les autorités. Mais les tentacles du réseau s'étendaient jusque dans la magistrature et la police. Ces plaintes furent enterrées, ces témoins intimidés ou achetés.
Désespéré, il avait commencé à rassembler des preuves pour les transmettre directement au préfet du département. Le soir de l'incendie, Vernon avait rendez-vous avec un journaliste parisien venu enquêter sur les conditions de vie dans les orphelinats de province. Les documents compromettants étaient rassemblés dans son bureau, prêts à être remis aux représentants de la presse. L'incendie avait éclaté par accident, quelques heures avant cette rencontre cruciale, détruisant les preuves et tuant celui qui aurait pu témoigner. Pierre découvrit avec horreur que l'incendie n'était pas accidentel. Un gardien de nuit corrompu avait répandu de l'huile dans les couloirs et déclenché le brasier en renversant maladroitement une lampe. L'homme était mort lui-même dans l'incendie, emportant ses secrets avec lui. Sa famille avait reçu une pension généreuse de la société de bienfaisance en dédommagement de cette perte tragique. Les enfants, enfermés dans leur dortoir, n'avaient eu aucune chance de s'échapper. Vernon avait tenté de les sauver, bravant les flammes pour ouvrir les portes verrouillées. Il avait réussi à faire sortir une douzaine d'orphelins avant de succomber aux fumées toxiques. Son corps avait été retrouvé dans le couloir principal, une clé dans la main, preuve de son héroïsme final. L'enquête officielle avait été menée par l'inspecteur Richaud, le même homme qui avait bâclé l'investigation sur la mort de Bertrand. Richaud était un maillon essentiel du réseau de corruption chargé d'étouffer les affaires compromettantes. Sa mutation avantageuse après la mort de Bertrand n'était que la récompense de ses loyaux services. Théodule Vernon, le fils du directeur, avait consacré sa vie à venger son père et les enfants morts. Il avait reconstitué patiemment le réseau de corruption, identifié les coupables, rassemblé des preuves. Mais sa quête de justice l'avait conduit à la mort, victime d'un accident dont Pierre ne doutait plus qu'il avait été organisé. Les documents que Théodule prétendait avoir cachés n'avaient jamais été retrouvés. Pierre soupçonnait qu'ils avaient été détruits en même temps que leurs propriétaires, ou peut-être qu'ils n'avaient jamais existé. Le jeune homme avait peut-être bluffé, espérant faire peur à ses adversaires en prétendant posséder des preuves qu'il n'avait pas. Au début de l'année 1843, les craintes de Pierre se matérialisèrent. Des individus louches commencèrent à rôder autour de la maison familiale. Des lettres anonymes arrivèrent, conseillant à la famille de faire preuve de plus de discrétion dans ses conversations. Un matin, Pierre découvrit que la serrure de son bureau avait été forcée et que certains documents avaient été consultés. Le message était clair. La famille était surveillée, et ses moindres faits et gestes étaient rapportés à des gens peu recommandables. Pierre comprit qu'il devait agir rapidement pour protéger sa femme et sa fille. Il prit alors une décision qui allait marquer le reste de sa vie. Plutôt que de fuir ou de se cacher, il choisit de négocier directement avec ses persécuteurs. Il demanda une entrevue à M. Beaumont, prétextant vouloir discuter d'une affaire commerciale. La rencontre eut lieu dans le bureau du magistrat, en présence de Richardier et de Fabre. Les trois hommes, tous septuagénaires, représentaient encore une force redoutable dans la société lyonnaise. Leur fortune, bâtie sur la corruption et le crime, leur assurait une influence considérable sur tous les rouages du pouvoir local. Pierre joua carte sur table. Il révéla l'étendue des connaissances de sa fille, mais proposa un marché. En échange de la sécurité de sa famille, il s'engageait à faire taire Marguerite définitivement. L'enfant serait envoyé dans un pensionnat discret à l'étranger, loin de Lyon et de ses souvenirs compromettants. Les trois vieillards acceptèrent cette proposition, mais posèrent leurs conditions. Pierre devrait détruire tous les documents qu'il avait pu rassembler sur l'affaire de l'orphelinat. Sa famille devrait quitter Lyon définitivement. Et surtout, Marguerite ne devrait jamais, au grand jamais, révéler ce qu'elle savait, sous peine de conséquences terribles pour tous ses proches. Pour sceller cet accord sinistre, les conspirateurs offrirent à Pierre une compensation financière considérable, officiellement pour l'achat de sa discrétion, officieusement pour acheter sa complicité. L'argent du crime continuait à couler, corrompant une nouvelle génération et perpétuant le cycle de la violence. Pierre accepta ce marché diabolique, convaincu qu'il n'avait pas d'autre choix pour sauver sa famille.
Il liquida discrètement ses affaires lyonnaises, prétextant une expansion commerciale vers d'autres régions. En réalité, il préparait un exil qui ressemblait davantage à une fuite. Marguerite fut envoyée au pensionnat Sainte-Marie de Genève sous un faux nom, officiellement pour parfaire son éducation dans un environnement international. L'établissement, dirigé par des religieuses liées à certains réseaux discrets, était habitué à accueillir des pensionnaires dont les familles avaient besoin de faire oublier certains scandales. La séparation fut déchirante. Marguerite ne comprenait pas pourquoi ses parents l'abandonnaient, pourquoi elle ne pouvait plus vivre dans sa maison natale, pourquoi elle devait porter un autre nom et inventer une nouvelle histoire pour expliquer sa présence au pensionnat. Ses parents lui expliquèrent que ses souvenirs étaient dangereux, qu'elle devait apprendre à les garder pour elle, qu'elle ne devait plus jamais parler de ce qu'elle avait vu ou entendu dans sa petite enfance. Au pensionnat, Marguerite fut confiée aux soins de sœur Marie-Bénédicte, une femme d'une intelligence remarquable qui comprit rapidement la nature particulière de sa nouvelle pensionnaire. Elle entreprit d'apprendre à la fillette comment canaliser ses souvenirs extraordinaires, comment distinguer ce qui pouvait être dit de ce qui devait rester secret, comment vivre avec le poids de connaissances dangereuses. L'éducation de Marguerite devint ainsi une formation à l'art du secret et de la dissimulation. Elle apprit à mentir avec naturel, à détourner les conversations compromettantes, à enfouir ses souvenirs les plus troublants au plus profond de sa mémoire. Cet enfant qui avait grandi dans la vérité brutale dut apprendre les subtilités du mensonge et de l'omission. Les années passèrent lentement. Pierre et Célestine s'installèrent à Marseille sous une nouvelle identité, vivant de l'argent de leur compromission. Célestine ne se remit jamais vraiment du choc des révélations. Elle sombra dans une mélancolie profonde, hantée par les fantômes des enfants de l'orphelinat et rongée par la culpabilité de vivre grâce à leur sacrifice. Pierre, lui, tentait de se convaincre qu'il avait fait le bon choix. Il avait sauvé sa famille de la destruction, préservé l'avenir de sa fille, évité un scandale qui aurait détruit de nombreuses existences. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il avait trahi sa conscience et perpétué l'injustice qui avait coûté la vie à tant d'innocents. En 1847, ils reçurent la nouvelle de la mort de Beaumont, emporté par une crise cardiaque. Richardier le suivit l'année suivante, victime d'une attaque d'apoplexie. Fabre s'éteignit en 1849, âgé de 82 ans. Les trois piliers du réseau de corruption disparaissaient ainsi naturellement, emportant leurs secrets dans la tombe. Mais leur mort ne libéra pas la famille Lacroix de ses chaînes. Le réseau qu'ils avaient créé leur survécut, repris par leurs héritiers et associés. Les nouveaux maîtres de Lyon veillaient jalousement sur les secrets du passé, prêts à frapper quiconque tenterait de les révéler. Marguerite grandit dans cette atmosphère oppressante, consciente que sa liberté était surveillée, que ses moindres paroles étaient rapportées, que sa vie même dépendait de son silence. Elle développa une personnalité complexe, mélange de sagesse précoce et de résignation amère. Ses facultés extraordinaires de mémorisation, loin de s'atténuer, semblaient se renforcer avec l'âge. À 16 ans, elle maîtrisait parfaitement l'art de la dissimulation. Elle excellait dans ses études, parlait couramment 4 langues, charmait ses professeurs par son intelligence et sa culture. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une jeune fille qui portait seule le poids de terribles secrets. C'est à cette époque que Pierre, vieilli et marqué par les épreuves, vint lui rendre visite au pensionnat. Il lui révéla enfin toute la vérité sur les conséquences de ses révélations d'enfant, lui expliqua le prix qu'avait payé la famille pour acheter sa sécurité, lui fit comprendre que son silence conditionnerait toujours sa liberté. Marguerite écouta ce récit avec un calme impressionnant, posant des questions précises qui révélaient qu'elle avait depuis longtemps deviné une partie de la vérité. Quand son père eut terminé, elle resta longtemps silencieuse, contemplant par la fenêtre les montagnes suisses couvertes de neige. « Je comprends maintenant pourquoi mes souvenirs faisaient si peur », dit-elle finalement. « Ils révélaient des vérités que personne ne voulait entendre. Mais dites-moi, papa, en acceptant ce marché, n'avez-vous pas perpétué l'injustice? N'avez-vous pas trahi la mémoire des enfants morts ?» Pierre baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa fille.
J'ai fait ce que je croyais être le mieux pour toi, pour nous tous. Je ne pouvais pas lutter contre des forces si puissantes. Toi peut-être, répondit Marguerite avec une sagesse qui dépassait son âge. Mais le prix de notre survie, c'est le silence sur un crime abominable. Nous sommes devenus complices de ceux que nous haïssons. Cette conversation marqua un tournant dans la relation entre le père et la fille. Pierre réalisa que Marguerite était devenue une femme capable de porter seule le fardeau de ses secrets. Il repartit pour Marseille avec le sentiment amer d'avoir sacrifié son honneur pour sauver sa famille, mais sans savoir si ce sacrifice en valait la peine. Marguerite termina brillamment ses études et épousa en 1854 Henri Dumoulin, fils d'une famille de négociants genevois. L'union avait été discrètement arrangée par les religieuses du pensionnat, qui veillaient à marier leurs protégés à des hommes susceptibles de respecter leurs besoins de discrétion. Henri était un homme bon et intelligent, mais qui ne posa jamais de questions indiscrètes sur le passé de sa femme. Il accepta les zones d'ombre de son histoire, content de vivre avec cette épouse remarquable, qui parlait peu de sa famille, mais excellait dans tous les domaines de la vie sociale et intellectuelle. Ils eurent 3 enfants, Marie en 1855, Antoine en 1857 et Pauline en 1859. Aucun d'entre eux n'hérita pleinement des facultés extraordinaires de leur mère, mais tous manifestèrent une mémoire remarquable et une intelligence supérieure à la moyenne. Marguerite éleva ses enfants dans la discrétion, leur inculquant dès leur plus jeune âge l'art de garder certains secrets, de ne pas révéler tout ce qu'ils pouvaient savoir ou deviner. Elle créa ainsi une nouvelle génération marquée par la prudence et la retenue, perpétuant malgré elle l'héritage de silence qui pesait sur sa famille. Pierre mourut en 1858, emportant ses secrets dans la tombe. Ses derniers mots furent pour demander pardon à sa fille des choix qu'il avait faits. Célestine le suivit 2 ans plus tard, rongée par une culpabilité qu'elle n'avait jamais réussi à surmonter. Elle mourut en murmurant les noms des enfants de l'orphelinat, comme si elle espérait obtenir leur pardon dans l'au-delà. Les grands-parents de Marguerite s'éteignirent dans l'isolement et le remords. Évariste mourut en 1861, poursuivi jusqu'à son dernier souffle par le souvenir de Théodule Vernant et de sa quête désespérée de justice. Rosalie lui survécut 3 ans, passant ses derniers mois à prier pour le repos de l'âme des enfants morts par sa faute. Marguerite vécut ainsi jusqu'en 1906, portant seule le poids des secrets familiaux. Elle ne révéla jamais à quiconque, pas même à ses propres enfants, l'étendue de ses souvenirs extraordinaires et les drames qu'ils avaient révélés. Elle se contenta de passer pour une femme d'une intelligence et d'une culture remarquables, respectée dans la société genevoise pour sa sagesse et sa discrétion. À sa mort, ses proches découvrirent dans ses papiers un journal intime dans lequel elle avait consigné, avec sa précision habituelle, les détails de sa vie et les secrets de sa famille. Mais ce document fut immédiatement confisqué par des représentants de familles lyonnaises qui veillaient encore, 60 ans après les faits, à préserver les secrets du passé. Ce journal ne fut redécouvert qu'en 1992, lors du tri de documents familiaux oubliés dans le grenier d'une maison bourgeoise de Lyon. Les descendants des Lacroix, ignorant de leur histoire tragique, furent stupéfaits d'apprendre l'existence de Marguerite et de ses facultés extraordinaires. L'affaire de l'orphelinat Saint-Vincent ne fut finalement élucidée qu'en 1995 par un historien lyonnais, le professeur Jean-Claude Monclerc, qui reconstitua patiemment les faits en croisant de multiples sources. Son travail révéla l'existence du réseau de corruption, identifia les familles impliquées dans le détournement de fonds, mais ne put établir avec certitude les responsabilités individuelles. Les familles descendantes des conspirateurs, devenues respectables après plusieurs générations, nièrent toute implication de leurs ancêtres dans cette tragédie. Elles intentèrent même des procès en diffamation contre l'historien, l'obligeant à nuancer ses conclusions et à présenter ses découvertes comme de simples hypothèses. Ainsi, même un siècle et demi après les faits, les tentacles du réseau de corruption continuaient d'étouffer la vérité.
Les descendants des victimes n'obtinrent jamais justice et les familles des bourreaux préservèrent leur honorabilité. Le cas de Marguerite Lacroix demeure aujourd'hui encore un mystère pour les spécialistes de la mémoire. Son journal, étudié par des neurologues contemporains, révèle des capacités de mémorisation qui défient l'entendement. Elle décrivait avec une précision troublante des scènes de sa toute petite enfance, restituait des conversations entières entendues à l'âge de 2 ou 3 ans, se souvenait de détails sensoriels que la science actuelle peine à expliquer. Certains chercheurs y voient un cas précoce d'hypermnésia associé à un syndrome savant. D'autres pensent qu'elle avait développé une capacité particulière de traitement inconscient des informations perçues dans sa petite enfance. Mais aucune explication scientifique ne rend compte parfaitement de l'étendue et de la précision de ses souvenirs. Aujourd'hui encore, la maison des Lacroix existe rue de la République à Lyon. Elle abrite désormais un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires, dont les occupants ignorent tout de l'histoire dramatique qui s'y est déroulée. Parfois, les employés racontent que certains soirs, quand le vent fait gémir les vieilles boiseries, on entend comme des chuchotements dans les étages supérieurs. Mais ce ne sont sans doute que les craquements naturels d'une demeure ancienne, chargée de souvenirs que personne ne peut plus déchiffrer. L'ancien orphelinat Saint-Vincent a été rasé en 1883 pour faire place à un square public. Une plaque commémorative rappelle discrètement la mémoire des enfants morts dans l'incendie, mais ne mentionne aucune des circonstances troubles de cette tragédie. Les familles lyonnaises ont réussi à réécrire l'histoire, transformant un crime en accident, des bourreaux en victimes du destin. Le pensionnat Sainte-Marie de Genève, où Marguerite a passé sa jeunesse, existe toujours. Il accueille désormais une clientèle internationale fortunée, préservant sa réputation de discrétion et d'excellence. Dans les archives de l'établissement, une note laconique mentionne le passage de Mademoiselle Marguerite Dumont, élève remarquable ayant fait honneur à l'institution par son intelligence et sa retenue. Rien n'indique sa véritable identité ni les raisons dramatiques de son séjour. Les descendants de Henri et Marguerite Dumoulin vivent encore en Suisse, ignorant pour la plupart l'histoire extraordinaire de leur aïeul. Seuls quelques membres de la famille conservent vaguement le souvenir d'une arrière-grand-mère, un peu mystérieuse, qui avait une mémoire prodigieuse et ne parlait jamais de sa jeunesse. Ils attribuent cette discrétion aux mœurs de l'époque, sans soupçonner les drames qui se cachaient derrière ce silence. En 1998, un neurologue suisse, le docteur Klaus Zimmermann, tenta d'organiser une étude génétique sur la famille Dumoulin pour comprendre l'hérédité des capacités mnésiques exceptionnelles. Mais sa recherche fut mystérieusement interrompue après quelques mois, officiellement par manque de financement. Le docteur Zimmermann reçut peu après une proposition d'emploi très avantageuse dans une clinique privée allemande, à condition qu'il abandonne ses recherches sur la mémoire héréditaire. Cette interruption brutale alimenta les spéculations sur l'existence possible d'un réseau encore actif, veillant à préserver les secrets du passé. Certains enquêteurs indépendants évoquent l'hypothèse de familles lyonnaises ayant conservé une influence considérable, capables encore aujourd'hui d'étouffer les recherches compromettantes. Mais ces théories relèvent peut-être de la pure paranoïa, alimentée par l'atmosphère de mystère qui entoure l'affaire Lacroix. Le journal de Marguerite, conservé aujourd'hui dans une collection privée, continue d'intriguer les spécialistes. Ces pages révèlent non seulement l'extraordinaire précision de sa mémoire, mais aussi la profonde mélancolie d'une femme qui a passé sa vie à porter seule des secrets terrifiants. Elle y évoque la solitude de ceux qui savent trop, le poids de vérité qu'on ne peut partager, l'amertume de voir l'injustice triompher grâce au silence complice des honnêtes gens. Dans ces dernières années, Marguerite avait développé une philosophie particulière sur la mémoire et l'oubli. Elle écrivait: « La mémoire est à la fois un don et une malédiction. Elle nous permet de préserver l'essentiel, mais elle nous condamne aussi à revivre éternellement nos douleurs et nos hontes. Parfois, l'oubli est une miséricorde que Dieu accorde aux âmes trop chargées de souvenirs. » Elle avait aussi réfléchi longuement sur les conséquences morales de son silence forcé. « J'ai choisi de me taire pour préserver ma famille », écrivait-elle. « Mais en me taisant,
J'ai perpétué l'injustice qui a coûté la vie à tant d'innocents. Je me demande parfois si la survie de quelques-uns vaut le sacrifice de la vérité et de la justice. Ces interrogations douloureuses traversent toutes les pages de son journal, révélant une conscience torturée par le poids de ses choix. Marguerite avait compris que sa mémoire extraordinaire lui conférait une responsabilité particulière. Mais les circonstances l'avaient contrainte à renier cette responsabilité pour sauver les siens. Son journal révèle aussi que ses capacités mnésiques ne se limitaient pas aux souvenirs de sa petite enfance. Tout au long de sa vie, elle avait continué à mémoriser avec une précision troublante les moindres détails de son existence et de celle de son entourage. Elle se souvenait des conversations les plus anodines, des expressions fugaces sur les visages, des variations les plus subtiles dans le comportement des gens qu'elle côtoyait. Cette faculté avait fait d'elle une observatrice redoutable de la nature humaine. Elle percevait les mensonges, devinait les secrets, comprenait les motivations cachées avec une acuité qui déstabilisait souvent son entourage. Mais elle avait appris à dissimuler cette perspicacité, à feindre la naïveté quand la vérité risquait de créer des troubles. « J'ai passé ma vie à jouer la comédie », confiait-elle à son journal. « J'ai appris à paraître moins intelligente que je ne suis, moins observatrice, moins clairvoyante. Car les gens n'aiment pas qu'on voit trop clair dans leur jeu. Ma mémoire extraordinaire m'a enseigné l'art de la dissimulation et du mensonge par omission. Cette capacité d'adaptation lui avait permis de s'intégrer parfaitement dans la société genevoise où elle était respectée pour sa discrétion et son tact. Personne ne soupçonnait que derrière cette façade polissée se cachait une femme qui se souvenait de tout et comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Le mystère de Marguerite Lacroix continue aujourd'hui d'alimenter les débats scientifiques et les spéculations historiques. Son cas pose des questions fondamentales sur la nature de la mémoire, les limites de la capacité humaine de mémorisation et surtout sur la responsabilité de ceux qui détiennent des connaissances dangereuses. Était-elle vraiment dotée de capacités extraordinaires ou avait-elle simplement développé une technique particulière pour organiser et conserver ses souvenirs? Ces révélations d'enfants correspondaient-elles à une réalité historique? Ou était-elle le produit d'une imagination précocement développée? Les crimes qu'elle avait dévoilés avaient-ils vraiment eu lieu? Ou n'étaient-ils que les projections de peur et de culpabilité familiale? Ces questions resteront probablement sans réponse définitive. Les protagonistes de cette histoire sont tous morts depuis longtemps, emportant leurs secrets avec eux. Les documents ont disparu ou été détruits, les témoins se sont tus, les preuves ont été effacées par le temps et par la volonté humaine. Mais l'histoire de Marguerite Lacroix, vraie ou fausse, réelle ou légendaire, continue de nous interroger sur la nature du souvenir et du secret. Elle nous rappelle que la mémoire peut être à la fois un instrument de vérité et une arme de destruction, que certains souvenirs peuvent être trop lourds à porter, et que le silence est parfois le prix de la survie. Elle nous enseigne aussi que l'injustice a souvent des racines profondes, qu'elle peut survivre à ceux qui l'ont commise et se perpétuer à travers les générations. Les crimes de 1828 continuent de porter leurs fruits empoisonnés au XXIe siècle, protégés par des réseaux d'influence et des traditions de silence qui transcendent les époques. La véritable leçon de cette histoire réside peut-être dans cette constatation amère. Même la mémoire la plus extraordinaire ne suffit pas à faire triompher la justice quand celle-ci dérange des intérêts trop puissants. Marguerite avait la capacité de se souvenir de tout, mais elle n'avait pas le pouvoir de faire entendre sa voix. Son silence forcé symbolise celui de toutes les victimes dont les témoignages dérangent, de tous les témoins dont les révélations menacent l'ordre établi. Dans une société où la vérité peut être dangereuse, la mémoire devient subversive. Et ceux qui se souviennent trop bien deviennent des menaces qu'il faut neutraliser. Aujourd'hui, alors que les technologies modernes nous permettent d'enregistrer et de conserver une quantité inouïe d'informations, l'histoire de Marguerite Lacroix nous rappelle que la mémoire humaine reste irremplaçable. Elle seule peut saisir les nuances, percevoir les émotions, comprendre les contextes qui donnent leur véritable sens aux événements. Mais cette même histoire
nous avertit aussi que la mémoire peut être dangereuse, que certains souvenirs peuvent détruire des vies, que la vérité n'est pas toujours libératrice. Elle nous invite à réfléchir sur nos responsabilités face aux secrets que nous détenons, sur les choix que nous devons faire entre la justice et la paix, entre la vérité et la préservation de nos proches. L'enfant au souvenir impossible nous laisse ainsi un testament moral complexe, où se mêlent l'admiration pour sa faculté extraordinaire et la compassion pour son destin tragique. Marguerite Lacroix reste un mystère, mais un mystère qui nous parle de nous-mêmes et de notre rapport à la mémoire, au secret et à la vérité.